Bienvenue à votre émission Tête à tête, cœur à cœur, avec Madame Stéphanie Casimir. Bonjour Madame Casimir, est-ce que ça va bien? Bonjour Monsieur Cadet, ça va très bien et toi? Ça va. Jusqu'à présent, ça va par la grâce de Dieu. Mais c'est bon ça. Et puis bonjour aussi à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui nous sont fidèles. Donc aujourd'hui, Gary, en ce 19 avril, je vais parler du travail des enseignants pendant cette crise de COVID-19, parce qu'on entend dire... il y a certains commentaires, disons, qui sont passés dans les médias qui me semblent tout à fait déplacés, inappropriés, qui témoignent réellement d'une méconnaissance ou d'une incompréhension de la réalité. Donc, je vais clarifier les choses, donner quelques informations sur le travail des enseignants en ce moment. Et puis, je pense que le temps va le permettre. J'aimerais bien parler aussi d'une nouvelle qui est sortie comme une bombe. C'est le professeur Luc Montagnier qui nous a révélé une manipulation par rapport au coronavirus. Très intéressant. Certaines personnes ont déjà reçu l'information parce que ça circule dans les réseaux sociaux et d'autres ne sont pas encore au courant. Donc, on va discuter de la question, Gary. J'ai bien hâte. Donc, comme à l'ordinaire, nous allons prendre une courte pause publicitaire. Donc, j'invite vraiment nos auditeurs et auditrices à rester en onde avec nous pour cette émission. Mes amis, affaire COVID-19 là, c'est un bail sérieux. En pile, mon a mouru. Faut que nous suivions conseil autorité. Pour nous pas prendre COVID-19 là, c'est laver mais nous en pile. Pour nous pas bailler l'autre monde COVID-19 là, c'est chita la caille nous. Si nous pas gagner pour nous aider famille nous, c'est chita la caille nous. COVID-19 là dans la rue, tant pris souple, pas marcher avec. Autorisé et payé par Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa, 514-323-1212. Bienvenue sur les ondes de Radio Vertière, une station de radio qui dessert les différentes communautés francophones du Québec et du Canada, ainsi que celles qui sont ailleurs dans le monde. Les dimanches, dès 11h, la programmation francophone commence avec une émission évangélique. Par la suite, musique, sport, pour terminer avec l'émission d'affaires publiques Mon argent, mon comptable, qui touche des sujets comme la politique, l'économie, les nouvelles nationales et internationales sont amalgamées pour informer l'auditoire. Syntonisez le 1570 AM CJLV, l'heure Vertière, tous les dimanches de 11h à 16h. Le 1570 AM. Megameuble.com. Vous voulez économiser? Vous voulez vraiment économiser? Venez nous voir chez Megameuble. On a tout pour la maison. Salon, chambre, cuisine, appareils électroménagers, matelas, meubles pour enfants. On a tout pour la main. À de bon prix. Megameuble, c'est la solution. Megameuble, sur l'Angelier, coin Bombardier à Saint-Léonard. Megameuble.com. Avec Prêt Auto la caille facile. Prêtautolacaillefacile.ca. Avec l'Hélène. Effectivement, avec l'Hélène, l'une de nos animatrices ici même à l'émission L'heure Vertière au 1570 AM. Que vous ayez un mauvais crédit, aucun cas refusé. Approbation garantie à 100%. Vous avez une entreprise existante ou un démarrage et vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires? Eh bien, Radio Vertière a la solution pour vous. Vous vous demandez sûrement comment faire? C'est simple. Avec Radio Vertière, une meilleure visibilité publicitaire pour votre entreprise. Avec Radio Vertière, une accessibilité rapide pour attirer la clientèle. Avec Radio Vertière, un plan marketing personnalisé à la réalité de votre entreprise, ainsi que les conseils stratégiques prodigués par un professionnel en communication. N'attendez surtout pas, composez sur le champ le 514 605 62 24. Pour plus d'informations, appelez au 514 605 6224. Pour une réelle augmentation de votre clientèle, la solution, c'est Radio Vertière.
Restaurant Flap Flap, bonjour. Bonjour monsieur, avez-vous du griot? Absolument madame, c'est notre spécialité. Et je tiens à vous annoncer qu'à l'achat d'un plat de poulet ou de griot au prix régulier, vous obtenez 50% de rabais sur le deuxième plat. Waouh, c'est intéressant. Bien sûr, et je tiens également à vous annoncer que le vendredi et samedi, nous avons du lalo et ce même samedi, le bouillon consommé. Et où êtes-vous situé? Nous sommes situés au 5808 Charleroi à Montréal-Nord, près de la Cordère, en arrière du Canadian Tire, à côté du Walmart. Faites-vous aussi la livraison? Pour la livraison, ça oui madame. 514-329-7787. 514-329-7787. Restaurant Flap Flap, la cuisine authentique d'Haïti, en plein cœur de Montréal-Nord. De retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur, avec Madame Stéphanie Casimir, sur les ondes du 1570 AM. C'est JLV Radio Vertière, bien sûr. Oui, Madame Casimir. Oui, Jean Garry. Alors, de retour en ondes et puis bienvenue aux auditeurs et auditrices qui se joignent à nous à l'instant. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, je vais parler aujourd'hui du travail des enseignants pendant cette crise du coronavirus. Bien, Gary, on entend dire beaucoup de choses dans les médias. Par contre, il y a un commentaire qui est passé qui m'avait quand même assez choqué quand on dit que les enseignants sont payés à ne rien faire. J'avoue que cela démontre vraiment une méconnaissance du travail des enseignants. Il est clair que nous n'avons pas de classe à gérer physiquement. On n'est pas sur place. Les écoles ont été fermées depuis maintenant un bon moment, histoire d'assurer la protection de tout un chacun. Et pour tout ce qui est distanciation sociale, c'était la décision à prendre. Malgré que le gouvernement a parlé de la possibilité d'ouvrir de nouveau les écoles début mai, mais entre toi et moi, je ne pense pas que ça va se faire. Ce serait beaucoup trop complexe à gérer. Mais ça, c'est une autre question, on pourra y revenir. Mais toujours est-il que depuis plusieurs semaines, on a vu que le gouvernement a mis en place, par exemple, en ligne, école ouverte, où les parents, les enfants, peuvent aller s'alimenter, trouver du matériel pédagogique pour garder les apprentissages, maintenir les apprentissages. Les enfants peuvent le faire de façon autonome, mais les plus petits, évidemment, peuvent être accompagnés des parents. Alors, les enseignants, de notre côté, ce qu'on a à faire, en tout cas du côté des commissions scolaires, il y a des trousses pédagogiques qui sont envoyées aux familles et puis nous pouvons les bonifier. Évidemment, certains vont dire que c'est sur une base volontaire, on n'a pas l'obligation de les bonifier, mais la plupart ou beaucoup d'enseignants le font. Sinon, on est disponible aussi pour répondre aux questions des parents par courriel. On fait des suivis téléphoniques avec les familles. C'est très important. Alors, imaginez-vous un instant des classes de 20 élèves ou bien des classes de 25, 26. Il y a des écoles aussi privées, primaires et au niveau du secondaire aussi, qui ont des classes de 31, 32, même voire jusqu'à 36 élèves. Alors, et tous ces élèves, les accompagner, faire du suivi, c'est quand même du travail. Et moi, je répondrais aussi à ce commentaire que peut-être que ça compense un peu aussi pour toutes les heures que les enseignants investissent tout au long de l'année scolaire, parce que on ne fait pas du 9 à 5. On commence nos journées tôt, on les finit très tard, la fin de semaine, on a du boulot à la maison pendant les périodes d'évaluation aussi d'examens, il faut faire des corrections pour les bulletins. Il y a énormément de travail et sincèrement, Gary, si une personne n'est pas vraiment directement impliquée, les gens ne peuvent pas savoir, n'ont pas idée de la tâche colossale des enseignants. Alors, écoute, si en ce moment on en a un peu moins à faire étant donné les circonstances, ça rattrape un peu toutes les heures qu'on a investies et pour lesquelles on s'entend qu'on n'est pas nécessairement payé parce qu'on a un salaire qui ne correspond absolument pas au travail et aux efforts qui sont investis, qui sont fournis. Alors que ce soit dans le milieu de la santé ou le milieu de l'éducation, c'est sous-payé. Je ne me gêne pas pour le dire. Je pense que d'ailleurs les gens le savent. Les
les artistes ou bien les sportifs gagnent beaucoup plus que beaucoup de gens qui font un travail de plus grande importance pour la société. Alors voilà, c'est dit. Maintenant, si je donne un peu plus de détails sur le genre de suivi qu'on peut faire avec nos élèves, ce n'est pas seulement de l'accompagnement pédagogique, il y a ce qu'on appelle les élèves vulnérables dans une classe. Donc dans toute classe, il y a des petits-enfants, des élèves qui ont des difficultés de toutes sortes, des troubles de comportement, des enfants qui vivent de la violence à la maison, des enfants qui ont des problèmes aussi de santé mentale. Donc c'est énorme, Gary. Alors, en ce moment, je vais parler un petit peu des critères de vulnérabilité. On a reçu, par exemple, par la direction, des informations. Nous, on doit s'assurer que les élèves vulnérables reçoivent l'accompagnement nécessaire pour éviter qu'il y ait des crises pendant cette période et que les familles soient laissées à elles-mêmes. Donc, je vais vous les énumérer. Par exemple, qu'est-ce qu'on entend par critères de vulnérabilité? Qu'est-ce que c'est qu'un élève vulnérable? Alors, tout d'abord, si c'est un élève pour lequel il y a déjà eu un signalement à la DPJ, eh bien, que ce soit, que le signalement ait été retenu ou non. Qu'est-ce qu'on entend par retenu? C'est-à-dire que un enseignant ou un membre du personnel de l'école ou quelqu'un peut avoir fait un signalement à la DPJ pour dire que voilà, je soupçonne telle chose. Et ensuite, il y a un appel qui est placé au sein de la famille pour vérifier. Après vérification, on peut décider qu'il n'y a pas matière à retenir la raison du signalement. Donc, ça passe. Donc, il n'y a pas de suivi d'accompagnement qui est fait. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit que le signalement n'a pas été retenu. Okay? Alors, que le signalement ait été retenu ou non, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut considérer malgré tout cet enfant comme potentiellement vulnérable. Alors, les signalements, je vais donner quelques idées pour que les gens comprennent un peu. C'est en cas de violence, en cas de maltraitance, s'il y a de l'abus physique, des risques suicidaires et autres. Maintenant, un autre point aussi, notre critère de vulnérabilité, on parle de la famille ou l'élève qui est accompagné par un partenaire de la santé, soit du CIUS ou centre de réadaptation et autres. Donc, dans le cas de crise familiale connue, parce qu'on sait que le CLSC offre de l'accompagnement pour aider les familles en cas de difficulté, que ce soit les adolescents aussi. Donc, il y a un département pour les familles en difficulté. Donc, crise familiale connue, historique aussi de violence conjugale. Parce que, Gary, on s'entend que dans cette période de confinement, il n'y aura pas seulement un baby-boom, mais à la fin de tout ça, il y aura aussi probablement des divorces. Il y a des difficultés à vivre les uns avec les autres en proximité, parce qu'habituellement, on travaille, les gens sont occupés, les enfants sont à l'école. Donc là, il y a beaucoup de possibilités de tension. Alors, la violence conjugale peut augmenter. Déjà que c'était une problématique, alors allez voir maintenant qu'on est confinés les uns avec les autres. Même le pape, il me semble que j'ai vu passer un article comme ça. En tout cas, c'est une préoccupation de faire attention, d'aller chercher de l'aide, des ressources pour éviter qu'il y ait une augmentation justement des conflits conjugaux. Alors, historique de violence conjugale, présence d'un diagnostic aussi chez les élèves ou les parents. On parle de perte d'emploi, famille avec un diagnostic de COVID-19. Gary, on s'entend que là aussi, c'est difficile à vivre s'il y a un membre de la famille qui est porteur du virus avec des symptômes. Maintenant, comment on va gérer tout ça? Ça peut créer des tensions, des conflits, parce que tout le monde n'a pas une maison avec un sous-sol. Par exemple, moi, je connais une personne qui a la COVID-19, qui est atteint, et puis, heureusement, donc il vit dans son sous-sol et la maman vit avec les enfants en haut. Et au sous-sol, il y a une salle de bain, donc la possibilité maintenant d'utiliser cet espace seul. Donc, personne n'est à risque de contracter aussi le virus, c'est plus facile. Mais des familles qui vivent dans un appartement, et on le sait, il y a des familles qui financièrement n'ont pas la possibilité d'avoir peut-être plus grand qu'un 4,5 avec peut-être 3 enfants, etc. Donc, ils sont confinés dans un appartement à 5 à 6 personnes. Comment gérer cela quand un des parents ou quelqu'un, par exemple un grand-parent,
a le virus maintenant. Séparer l'appartement en deux, désinfecter la toilette après utilisation, c'est complexe. OK? Maintenant, un troisième point, la situation familiale présente des risques connus. Donc, famille avec peu de réseautage. Donc, une famille qui est isolée, qui n'a pas de personnes autour d'elle qui puissent lui venir en aide, des gens à qui parler, communiquer, etc. Donc, famille avec peu de réseautage, avec violence aussi, présence d'enjeux de santé mentale, que ce soit du côté des parents ou des enfants, des familles monoparentales aussi, Gary. Ce sont des familles souvent qui sont à risque. Les parents aussi qui consomment, que ce soit de l'alcool ou de la drogue. Quand on est confiné, on ne peut pas vaquer à nos occupations habituelles, on ne peut pas aller au gym, on ne peut pas, peu importe, faire n'importe quelle activité. Alors, souvent, les gens vont se lancer dans la consommation. Aussi, l'habitude était déjà présente, mais ça va augmenter. Alors, boire, consommer de l'alcool davantage, fumer, des drogues, et maintenant avec la légalisation de la marijuana, donc on peut s'imaginer comment il doit y avoir une augmentation de la consommation au moment où on se parle. Il y a aussi les deuils récents. Est-ce que les gens vivent un deuil familial? Personnellement, je connais beaucoup de gens dans mon entourage pendant cette période de COVID-19 qui ont eu à organiser les obsèques d'un membre proche, que ce soit, j'ai une amie qui a perdu son fils, j'en ai déjà parlé en ondes, quelqu'un d'autre qui a perdu une tante, une autre copine que c'est sa maman. Donc, beaucoup de gens vivent des deuils, pas nécessairement liés au coronavirus, mais la vie suit son cours. Les gens sont malades, les gens meurent comme à l'ordinaire, comme la vie suit son cours normal. Alors, il faut quand même faire face au deuil. Donc, comment on vit ça? Et ça aussi, ça peut présenter des risques. La garde partagée, difficile. Imagine-toi, Gary, déjà, sans crise, sans pandémie, ça peut être difficile. Donc, en période de pandémie, comment on gère la situation? Est-ce que l'enfant va toujours chez papa ou maman, peu importe qui a la garde officielle, un week-end sur deux, ou bien est-ce que l'enfant est à risque, il n'y va pas? Donc la maman est exténuée, le papa prend pas. Ça crée des conflits, des crises, comment on gère le tout, les familles réfugiées ou d'immigration récente, etc. Quatrième critère de vulnérabilité possible, des élèves des classes spécialisées et des classes d'accueil. Alors, les classes spécialisées, on parle des enfants qui ont des troubles de comportement, des troubles d'apprentissage de toutes sortes. Donc, ces enfants-là, habituellement, à l'école, en classe, bénéficient d'un accompagnement soutenu, que ce soit de la part de l'orthopédagogue, de la psychoéducatrice, du psychologue. Il y a une équipe qui travaille avec ces enfants, qui leur apporte un soutien. Alors maintenant, ces enfants sont à la maison, ils n'ont pas accès à cette aide, à cet accompagnement. On ne peut pas non plus commencer à aller au CLSC à tout bout de champ. S'il y avait des rendez-vous hebdomadaires ou mensuels, on s'entend que ces rendez-vous-là sont annulés parce qu'il faut garder la question de la distanciation sociale, etc. Il y a les classes d'accueil. Les classes d'accueil, c'est pour les enfants des nouveaux arrivants. Donc, ils n'ont plus cette possibilité d'être encadrés. Une autre catégorie aussi pour les critères de vulnérabilité, on parle d'élèves ayant un plan d'intervention ou bénéficiant déjà de services professionnels ou un suivi psychosocial. Donc, ça répond un petit peu à ce que j'avais mentionné. Parfois aussi, Gary, les élèves ne sont pas nécessairement dans une classe spécialisée. Ils peuvent être dans des classes régulières, mais ils sont accompagnés. Ils ont besoin d'un suivi avec des professionnels. Et par la suite, ça peut donner cours justement à un placement dans une classe spécialisée. Mais à la base, on a des élèves en difficulté qui sont dans des classes régulières. Donc, est-ce que cet enfant a un plan d'intervention? Un plan d'intervention, ça se fait en collaboration avec l'enseignant et une psychoéducatrice, les techniciens en éducation spécialisée que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure dans les spécialistes et tout. Donc, on fait un plan avec des objectifs spécifiques à atteindre, avec des moyens qu'on va mettre à la disposition de l'élève pour l'aider à atteindre ces objectifs-là, que ce soit pour le comportement ou bien pour l'apprentissage. Maintenant, les
élève ayant aussi des enjeux personnels intériorisés connus. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que c'est un élève qui est replié sur lui-même, qui a de la difficulté à entrer en relation avec les autres? Est-ce que c'est un élève qui présente des signes dépressifs, des signes d'anxiété? C'est un élève qui s'exprime peu. Alors si déjà dans un contexte où il est entouré de personnes, il a déjà ses difficultés. Quand il est confiné, parfois ces difficultés-là vont augmenter, ça sera multiplié. Les enfants ne comprennent pas toujours exactement ce qui se passe, ils ne comprennent pas. Certains vont très bien, mais un enfant qui a déjà des problèmes au niveau de sa santé émotionnelle et mentale, ben, ça peut augmenter avec la situation qu'on connaît actuellement. Ensuite, un élève qui manifeste des comportements extériorisés maintenant connus, c'est-à-dire agressivité, difficulté de comportement, difficulté avec l'autorité. Donc, on appelle ça, bien souvent, les enfants qui ont des troubles de concentration avec ou sans hyperactivité, donc TDAH, souvent, ça vient avec ce qu'on appelle d'autres caractéristiques. Hein? Ça peut être difficulté, donc opposition, des troubles de l'opposition. Puis comportement violent, les conflits avec la fratrie, donc la fratrie, les frères et sœurs. Est-ce que c'est un enfant qui, en général, habituellement, il se bagarre avec les frères et sœurs? Ben, quand ils sont confinés, ça peut être pire. Donc, c'est de voir, de faire un suivi avec ces familles-là, demander comment ça va, comment ça se passe, et puis apporter une aide, un soutien. Et là, ici, Gary, je prends le temps de préciser, parce que souvent, dans nos communautés, je vais parler de la communauté haïtienne parce que c'est la mienne, c'est celle que je connais, c'est sûr que d'autres communautés doivent penser pareil. Un enfant qui présente une difficulté avec l'autorité, on va dire, il est mal poli, mal élevé, insolent. On a du mal à accepter et à reconnaître que ça fait partie des difficultés de l'enfant à cause d'une maladie. Okay? Parce que le trouble de l'attention avec hyperactivité, c'est une maladie mentale. Et il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas être gêné. Si un enfant se casse un pied ou une maladie physique, peu importe, on l'accepte, on va chercher de l'aide, mais on a de la difficulté à admettre et à accepter, à reconnaître que notre enfant puisse avoir une maladie mentale qui l'empêche de fonctionner. Alors, TDAH est une maladie mentale qui demande que l'enfant soit suivi, accompagné, qu'il ait de l'aide, qu'il ait du soutien. Et ça ne fait pas de lui ou d'elle quelqu'un de moindre, c'est que cet enfant a une particularité. C'est comme les enfants autistes, par exemple. Donc, ce sont des enfants différents qu'on appelle, des enfants à besoins particuliers. À l'école, ils sont soutenus. À la maison, c'est difficile. Et avec le problème de coronavirus, les parents sont souvent démunis. Ils doivent gérer ces enfants-là 24 heures sur 24. Et donc, un enfant qui s'oppose, qui est en opposition, c'est pas parce qu'il est mal élevé, impoli, insolent. C'est un des symptômes, une des caractéristiques, justement, de ce trouble-là. OK? Alors, on appelle ça des troubles associés. Donc, il y a un diagnostic, mais ça vient avec autre chose aussi. On parle aussi même parfois du terme morbidité, qu'il ne faut pas mal interpréter, mais c'est le terme médical qui est utilisé. Alors, voilà. Donc, comportement violent, j'ai dit conflit avec la fratrie. Et les deux derniers points, pour ce qui est des critères de vulnérabilité, on parle des élèves en échec. Et le dernier, les élèves à risque. Donc, un élève qui a des résultats scolaires qui se situent entre 60 et 70% est considéré comme un élève à risque, okay, d'échec. Donc, on va faire un suivi aussi beaucoup plus poussé avec ces élèves. Alors là, j'ai beaucoup parlé, Gary. Est-ce que tu as des petites questions pour moi? Ou bien on prend une pause musicale? Ça va être une petite pause musicale. D'accord, on va prendre la pause musicale et puis au retour, je vais poursuivre sur la question. Journée beaucoup commencé, tout en bas qu'on qui j'en levé, qui j'ennuie tout passé. Oh, m'bavle absent l'en souris, c'est yon bébé m'bavle perdu, tellement m'amour chéri. Hey, moi pas me décourager, c'est sur vous seul moi cliquer, pour me prêt pour me sacrifier,
tout ça vient sans posséder. Au femme goûtons l'amour, qui bat la vie mieux la cour. Ou se branche les miens, moi dans tes coups. Moi papa, ou le bout dormir, nous déjà fait l'amour nous jouir. Joue comme moi en vague. Oh, moi v'lais la lampe dans le pipi, moi v'lais avant jour comme mourir. Tellement d'amour chérie. Hey, moi pas découragé, c'est sous gros sale moi cliquer. Pour vous me prêt pour me sacrifier, tout ça mieux sans posséder. Au fait m'gouton l'amour, qui bat la vie mieux la cour. Tous ces branches les miens, moi dans des coups. C'est l'amour par yo, moi me fait que je ne pas non. C'est ça ou lié, et puis me cliquer oui là. Oui, mais bon pas. Classe.
De retour à l'émission Tête à Tête, Cœur à Cœur avec Madame Stéphanie Casimir sur les ondes du 1570 AM, CJLV, Radio Vertière, bien sûr. Madame Casimir. Monsieur Cadet. J'adore ça quand tu dis Madame Casimir. Hein? Un cher Anos. Donc, Gary, bon, pour les auditeurs, auditrices, je le mentionne toujours, hein, parce qu'il y a des gens qui se joignent à nous par la suite. Il y en a qui sont là dès le début, dès midi. D'autres arrivent en cours de route. J'ai parlé tout à l'heure des critères de vulnérabilité, parce que des élèves, parce que les enseignants, pendant qu'ils sont à la maison, durant cette crise, cette pandémie, ont un travail d'accompagnement à faire. Et il faut être particulièrement attentif aux signes et donc aux élèves qui présentent des critères de vulnérabilité. Je ne vais pas les répéter puisque je viens tout juste de les nommer. Alors maintenant, ce qu'on doit faire en tant qu'enseignant, c'est évidemment communiquer avec les familles. Au départ, évidemment, on appelle tout le monde, tous les enfants, prendre de leurs nouvelles, comment ils se portent. Ils sont toujours heureux. Ils sont contents d'entendre la voix de leurs enseignants. C'est rassurant pour eux. Ils nous posent des questions. Ils demandent mais quand est-ce que l'école va rouvrir, etc. Donc, on leur explique. Évidemment, on ne donne pas trop de détails, trop d'informations parce que selon l'âge, hein, ce sont des enfants. Et donc, on leur explique un petit peu ce qui se passe et on s'assure qu'ils vont bien. Maintenant, comme j'ai mentionné, les élèves dans nos classes qui présentent des difficultés, on fait un suivi avec eux. On peut leur référer, par exemple, des ressources. Il y a différentes lignes où les parents peuvent appeler, que ce soit le 211, donc l'accompagnement psychosocial. Attendez un instant, là, je vais vous donner les détails. Voilà, donc le 211, ce sont les ressources socio-communautaires de proximité. Avec sur Internet aussi, c'est le 211qc.ca. Il y a la ligne jeunesse j'écoute. Donc les élèves, les enfants, plutôt les ados, hein, ils ont parfois besoin de parler, de communiquer avec quelqu'un. S'ils sont en conflit avec les parents, c'est un peu difficile, donc ils peuvent appeler. Il y a des professionnels au bout du fil qui peuvent les soutenir, les conseiller, les écouter surtout. Il y a aussi TELAIDE. Donc le 514-935-1105, mais de toute façon, même si je ne donne pas toutes les coordonnées, tous les numéros, vous pouvez toujours aller voir sur Internet. Donc TELAIDE, si on a besoin de parler, encore une fois, il y a la ligne SOS, violence conjugale, très 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 important, parce qu'on l'a dit, c'est une problématique qui est déjà instaurée d'emblée. C'est pas à cause de la COVID-19, mais on parle d'une possibilité d'augmentation. Alors il faut utiliser, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte d'appeler SOS violence conjugale. Donc là, je donne le numéro 514-873-9010, 514-873-9010. Il faut se protéger, ne pas accepter, tolérer des situations de violence à la maison, ni envers la partenaire, ni envers les enfants. Il y a Suicide Action Montréal aussi, parce qu'on s'entend qu'avec le confinement, c'est très difficile sur le moral. Il y a des gens qui ont du mal à rester cloîtrés, même si on sort prendre des marches, mais notre rythme de vie a été complètement chamboulé. On essaie de comprendre un peu ce qui se passe. Il y a la crainte de l'avenir, donc on appelle la ligne Suicide Action si on a des idées suicidaires, si on pense qu'on peut être à risque ou si on pense qu'une personne de notre entourage peut être à risque. Le numéro est le 1-866-277-3553. Alors, je répète, 1-866-277-3553. Autrement, c'est le 1-866-APPEL. Donc, A-P-P-E-L-L-E. 1-866-APPEL. Il y a aussi Interligne Gay Écoute. Donc, ça fait partie de la réalité aussi. Il y a des gens qui vivent de la communauté gay qui ont des difficultés aussi. Donc, il y a un centre d'aide d'écoute téléphonique spécifiquement pour la communauté gay. Alors, parler, ça fait du bien. On compose le numéro 1-888-505-1010 ou le 514-866-0103, 514-866-0103 ou bien aide@gayeécoute.org. Il y a la ligne des parents. Parce que souvent, il y a des lignes pour les enfants, les jeunes qui ont besoin de s'exprimer et les parents, eux.
Je me souviens, Gary, à une époque, je pense que c'était dans les années 90, peut-être début 2000, dans les autobus de la ville, il y avait toute une bande de publicité. Hein. À l'époque, c'est pas encore courant, c'est pas encore installé d'avoir des écrans dans les métros et tout ça. Mais dans les métros, bien les wagons ou les autobus, il y avait les publicités. Et une m'avait frappé, ça disait « Qui a dit qu'être parent était facile ?» Il y avait une image de parents qui se tiraient les cheveux sur la tête, ça me faisait bien rigoler. Mais dans la réalité, c'est pas drôle. Donc, les parents aussi ont une ligne où ils peuvent appeler, être écoutés, exprimer leurs difficultés, aller chercher de l'aide. Donc, ligne parents, 1-800-361-5085. 1-800-361-5085 ou www.ligneparent, parent avec un s.com. www.ligneparent au pluriel, parents-s.com. Donc, ce sont les différentes ressources qui existent que les familles peuvent utiliser et nous, en tant qu'enseignants, nous devons les référer. On n'est pas des psychologues, on n'a pas c'est pas nous qui allons offrir cette aide, mais nous allons référer les parents, nous allons leur donner les informations nécessaires de façon à ce qu'ils puissent aller chercher l'aide dont ils ont besoin. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt aussi, avec les trousses pédagogiques qui peuvent être bonifiées, on peut envoyer des liens aussi pour les familles. Il y a Littératout, Télé-Québec, il y a toutes sortes de choses. Et puis, déjà, école ouverte, beaucoup d'activités pédagogiques en ligne pour les enfants. Les parents aussi peuvent faire preuve d'imagination pour ceux qui le peuvent. Et puis, faire des petits exercices, des travaux, donner des multiplications aux élèves, leur demander d'écrire des phrases. Ce sont des petites choses simples. Demander aux enfants aussi de lire des livres, beaucoup, de continuer la lecture, très, très important. Alors, les enseignants ne sont pas là à se tourner les pouces et puis on a des vidéoconférences aussi. On est déjà en mode planification pour le retour en septembre parce que si on ne revient pas en mai, eh bien, l'école va probablement ouvrir en septembre. Donc, on discute, on parle de plusieurs points, plusieurs aspects, des choses à organiser, à mettre en place, à planifier. On discute aussi, comme j'ai mentionné aussi, des enfants vulnérables. Il y a des plans, etc. Donc, voilà tout ce qu'on fait pendant cette période. Et puis, c'est sûr qu'on ne travaille pas autant, mais comme j'ai dit, ça compense pour toutes les heures qu'on a investies depuis le début de l'année, puis tous ces enseignants qui travaillent depuis des années, des 10, 15, 20, 25 ans, qui se donnent. On parle souvent de vocation, c'est le cas de le dire, c'est une vocation parce qu'on donne beaucoup. Et avec amour, avec joie aussi. Alors, c'est un petit peu ce que je voulais dire sur la question Gary. J'espère que cela aura aidé les familles qui ont écouté. Sinon aussi, vous pouvez transmettre cette information à d'autres pour les aider. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner, Gary, tu as fait passer la chanson, la pièce Cliquez sous lit du groupe Classe qui célèbre son 8e anniversaire. Donc, félicitations au groupe Classe et pour remercier justement leurs fans. Hier, à Miami, il y a eu un concert virtuel qui a duré de 10h le soir jusqu'à près de 2h du matin pour le plus grand plaisir des fans du groupe Classe. Et semble-t-il que récemment aussi, le groupe Créola a fait la même chose et a pu ramasser 75 000 $ pour l'hôpital Meuse en Haïti. Donc, voilà, Gary. Félicitations, Stéphanie. Je vois que tu suis le compas. Je suis le compas. Plus ou moins. Ça paraît que tu es confiné à la maison. Hein? Oh, Seigneur, je te dis. On essaie, pas bien que mal. Mais sinon, ça va toujours de ton côté, Gary? Ah, moi, ça va jusqu'à date, oui. Ça va jusqu'à présent, c'est bien. Mais je t'avoue que moi, de temps en temps, je m'adapte, mais de temps en temps, j'ai des fourmis dans les jambes, je ressens un peu de nervosité, je commence vraiment à être fatiguée d'être à la maison. J'ai hâte que les activités reprennent. Qu'est-ce qui va se passer, je n'en sais rien, mais par contre, on entend de plus en plus parler de masques. On parle de l'Allemagne, la Corée du Sud, en tout cas, les pays qui ont utilisé le masque ont beaucoup moins touché, moins atteint. Et ça m'amène, Gary, évidemment, à parler encore une fois de la COVID-19, parce qu'il y a des informations qui sortent de plus en plus. Et comme quoi?
Oui, bon, justement, je t'en ai parlé un petit peu hors onde avant l'émission. Tu sais, Gary, il y a des informations qui circulent dans les réseaux sociaux qu'on étiquette automatiquement de fake news. J'ai même fait une émission où j'avais donné aux auditeurs, auditrices, la recommandation de vérifier avec les décrypteurs, donc un site avec Radio-Canada, pour valider, s'assurer que une information est, avant de la transmettre, en fait, de vérifier si cette information-là, elle est correcte, elle est valide. Mais on se rend compte de plus en plus que certaines choses qui ont été dites il y a de cela 1 mois, 2 mois, bien, ça revient maintenant et on réalise que ces gens-là avaient raison. Mais tant que les grands médias n'en ont pas parlé, c'est comme s'il y a une espèce d'omerta. Et là, il y a une nouvelle qui est sortie comme une bombe. Certains en ont entendu parler, d'autres pas. Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008, il est à l'origine de la découverte du VIH, donc le virus du sida. Donc, le professeur Montagnier est biologiste et virologue. Donc, ce qu'il maintient, en fait, et pour lui, il a dit que c'est un fait, c'est pas une hypothèse, malgré que les 3 journalistes présents ont essayé de le cuisiner autant que possible, mais il dit que c'est un fait. Il a constaté qu'apparemment, il dit qu'on aurait ajouté des séquences du virus du sida dans le coronavirus. Alors, on sait que le VIH est quand même déjà assez virulent. On connaît tous les symptômes qui viennent avec, c'est mortel. Donc, il prétend qu'il y aurait eu manipulation génétique de ce virus, donc du coronavirus. On aurait ajouté des séquences courtes du VIH. Évidemment, je ne suis pas médecin, je ne suis pas une scientifique, mais ce qu'il explique, c'est que, bon, il y a tout le matériel génétique est composé d'un long ruban, donc on aurait pris des petites séquences de ce ruban, donc du VIH, pour l'insérer dans la séquence du coronavirus. Et on lui a demandé, mais qui serait à l'origine de cette manipulation génétique et dans quel but? Donc lui, il mentionne qu'il ne sait ni le pourquoi, ni qui est-ce qui est derrière, mais tout ce qu'il dit, c'est ce qui a été constaté. Alors, c'est pas parce qu'il est prix Nobel qu'il ne peut être contesté. Ce que les journalistes nous faisaient remarquer, c'est que c'est qu'il y a mésentente au sein de la communauté scientifique. Tout le monde n'est pas en accord avec cette découverte du professeur Montagnier. Ce qu'il prétend, c'est qu'il y a évidemment des pressions de certains groupes qui font en sorte que plusieurs n'ont pas la liberté de s'exprimer parce qu'ils sont tributaires évidemment de financement. Puisqu'il est prix Nobel, il a mentionné qu'il ne subit aucune pression, donc il est libre de parler et de dire la vérité, de la présenter telle qu'elle est. Maintenant, à la question à savoir, est-ce qu'il y a des travaux, des articles qui mentionnent cela, il a mentionné que oui, et qu'en Inde, on avait déjà sorti un article sur le sujet, mais on a demandé aux auteurs de se rétracter et qu'il y a une sorte de pression justement qui empêche de parler, mais ça va ressortir. Et pour sa part, il a déjà transmis cette information à d'autres collègues. Donc, l'avenir nous dira le reste, Gary, mais c'est quand même assez étonnant. Maintenant, il y a une chose est sûre, Stéphanie, il s'est passé quelque chose en Chine. Qu'on ignore, et actuellement Emmanuel Macron en a parlé, Donald Trump là maintenant il y a une enquête, il a mis une enquête, et puis il a même enlevé les fonds qu'il donnait à l'OMS, les 500 millions de dollars qu'il donnait, parce qu'il disait, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai donné 500 millions pour surveiller pour moi, et puis voici le résultat. Donc lui n'a plus confiance avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Oui, donc, tout à fait. Et puis, c'est parce qu'on dit qu'il y a eu des manques graves, sérieux, en termes de respect du protocole, de la sécurité. Comment ce virus a-t-il fait pour s'échapper? Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était pour tester? Mais Gary, je ne me souviens pas si j'en ai parlé la semaine dernière, mais encore une fois, dans les médias sociaux, on faisait circuler une série chinoise qui est sortie en 2018 et on voit des personnages qui échangent, qui discutent, qui
parle justement du coronavirus et toutes les caractéristiques, les symptômes sont exactement les mêmes, une pandémie, et qu'il y a une période d'incubation de 14 jours, etc. Donc, on se pose des questions. Il est vrai que le coronavirus était connu depuis environ 2002-2003, mais forme. C'est un virus qui mute. Oui, le mot coronavirus comme tel, oui, ça existait déjà. Mais pas sous cette forme telle qu'elle est, et puis avec cette virulence-là. Alors, le docteur Montagnier mentionne qu'une des hypothèses qui serait à l'origine justement de cette manipulation, ce travail en laboratoire, ce serait peut-être dans le but de trouver un vaccin contre le sida. D'où la raison d'avoir ajouté des séquences du VIH dans le virus du coronavirus. Mais encore une fois, c'est une hypothèse, il ne peut confirmer. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est que, en fait, une lueur d'espoir, c'est que le virus semble perdre de sa virulence quand il se déplace vers l'ouest, alors vers l'Occident. Et étant donné qu'il s'agit maintenant de virus qui n'est pas naturel, et là, il faut clarifier ce qu'on entend par naturel, parce que les journalistes disaient, mais le virus du VIH et le coronavirus sont tous les deux naturels, ça n'a pas été fabriqué. Mais il dit, oui, mais le fait de les avoir combinés n'est pas un acte naturel. Alors, ce qui fait que, éventuellement, possiblement, que le virus serait appelé à disparaître de lui-même, puisque la nature, selon lui, cherche l'harmonie. Et de combiner des choses, de les manipuler de cette façon, c'est anti-naturel, donc il ne vivrait pas probablement, et éventuellement, à long terme, il finirait par disparaître de lui-même. Une autre possibilité aussi d'espoir, ce serait maintenant de travailler avec les ondes électromagnétiques, semble-t-il, mais là encore, il nous mentionne que c'est à l'état de recherche, c'est encore de la science-fiction, on n'en est pas là, mais peut-être bien que les ondes électromagnétiques pourraient détruire le virus, donc il va se mettre sur la question. En tout cas, Stéphanie, et à 14h, nous allons recevoir à l'émission Mon argent, mon comptable, le docteur Tardif, le chercheur à l'Institut Cardiologie de Montréal. Lui, et son rôle, c'est avec la colchicine. Donc, ce qu'il a dit avec la colchicine, donc c'est comme un médicament. La colchicine existe déjà. Actuellement, il est à la recherche de 6000 personnes pour vérifier, pour voir que si ça fonctionne, et qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus de problème, on sera libre, parce que lui, le docteur Tardif, il va trouver le médicament existe déjà. Oui, il est tout à fait, la chloroquine aussi, mais lui, c'est... En France, on parle à Marseille. Oui, lui, c'est l'autre chose, mais le docteur Tardif, c'est la colchicine. À 14h, à l'émission Mon argent, mon comptable, c'est notre invité aujourd'hui. Mais on parle déjà de la colchicine depuis un bon bout de temps, d'ailleurs, on en a parlé déjà de ça. Donc, enfin, c'est un espoir, on verra ce que ça va donner, mais pourquoi je mentionne aussi le docteur Raoul, c'est qu'en ce moment, à Marseille, à son hôpital, mais il n'y a pas de mort, hein, ils ne connaissent pas ce que la France en général vit. Donc, eux, ils reprochent, par exemple, au gouvernement de ne pas avoir pris les mesures assez rapidement. Et on leur parle de protocole, donc eux, ils disent que le protocole ne peut pas passer avant la survie des patients, qu'ils ont fait des expériences en laboratoire, ils ont vérifié l'efficacité du médicament et ça fonctionne. Donc eux, ils le donnent, ils font des dépistages, donc ça fonctionne avant que les symptômes ne se manifestent. Hein? Donc on s'entend quand quelqu'un est... Non, mais c'est pour cette raison-là que le docteur Tardif a donné comme son numéro de téléphone et que j'ai pas en main. Ça veut dire que dès qu'on se sent pas bien, on a les symptômes, à place peut-être d'aller à l'hôpital directement, vaut mieux l'appeler directement. Donc comme ça, on a un petit peu plus de chance. Oui, en fait, il y a les cliniques de dépistage. J'en ai parlé au début, hein, mon émission. On ne se rend pas à n'importe quel hôpital. Il y a des cliniques de dépistage qui ont été mises en place spécifiquement pour ça. Et si la personne elle est positive, donc on peut prendre des mesures pour tenter d'éviter de développer maintenant des symptômes qui peuvent par la suite s'avérer mortels. Parce que, Gary, c'est de plus en plus inquiétant. Parce que de mon côté,
j'entends parler de personnes, peut-être que je ne connais pas moi-même, qui sont des amis, mais qui sont liés à des gens proches, qui meurent. On a eu la nouvelle récente du décès de médecin haïtien aux États-Unis, à New York, docteur Verrier, qui est le frère d'une ancienne amie de ma sœur, une jeune femme que j'ai connue, qui venait à la maison dans les années 80-90, je crois. Et son frère, médecin, 59 ans, est décédé des suites de la COVID. Et j'ai appris aussi que la copine du petit frère d'un cousin, d'ailleurs toi-même tu es peut-être au courant, est décédée des suites de la COVID-19 aussi. Donc on commence à avoir des gens près de nous qui sont atteints. Donc c'est inquiétant. Je pense qu'il faut vraiment que la communauté scientifique se dépêche à trouver quelque chose, un remède. Et moi je suis convaincue qu'il y a quelque chose qui existe, Gary. Il faut simplement qu'il y ait une volonté. Il y a une chose qui est sûre, et ça va être la colchicine. Tant mieux, si c'est ça, tant mieux. Puis aussi déjà de porter un masque, hein, ça se dit. J'écoutais autre chose aussi par rapport à la France. On nous a mentionné que depuis janvier, ils étaient au courant de ce qui s'en venait, mais ils n'ont pas pris la situation au sérieux comme les États-Unis, mais que le masque aurait protégé les gens contrairement à ce qui s'est dit. Au départ, on disait que le masque ne sert à rien. Après, pouf, on s'est rétracté, mais tous ces va-et-vient, ces indécisions, alors qu'on savait, auraient pu protéger la vie de beaucoup de gens. Alors si vous avez la possibilité, tant que vous écoutez, de vous acheter un masque ou de vous fabriquer un masque maison, ça peut être avec du tissu, quelque chose, donc protéger les autres, vous protéger, ça fait la différence, et de sortir, on ne le répétera jamais assez, le moins souvent possible. Acheter en gros, laissez-en pour les autres quand même, mais on peut congeler des fruits, on peut congeler des légumes, on achète du canage, etc. On sort le moins souvent possible et juste peut-être prendre une marche pour respirer dans les environs de la maison en gardant la distance de 2 mètres. Et puis, ensemble, on va espérer très fort s'en sortir rapidement. Et je reviens encore une fois, Gary, avec cela, moi j'y crois. Je crois à la prière, je crois à la méditation, je crois que l'être humain doit développer sa puissance intérieure. On attend beaucoup de l'extérieur, mais nous-mêmes, on a la possibilité, l'auto-guérison, le corps a la capacité de s'auto-guérir. L'être humain a une puissance qu'il n'utilise pas, qu'il n'exploite pas. Donc au niveau de la pensée, au niveau de la visualisation, donc de mettre en pratique, profitez-en pendant le confinement pour explorer, faites des recherches sur Internet, allez lire là-dessus sur les neurosciences, sur la spiritualité, donc développer notre capacité, notre puissance intérieure pour faire face à quelle que soit la situation dans la vie. On a ce pouvoir, mais on ne l'utilise pas malheureusement. Donc voilà pour aujourd'hui, Gary. Est-ce que tu aurais autre chose à me dire avant que je ne vous quitte? Merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer avec une petite musique et puis un petit peu de publicité. C'est parfait. Mais pour conclure rapidement, Gary, juste rappeler aux auditeurs, auditrices que tout ce qui est manipulation génétique, ce n'est pas éthique. Il y a des codes à respecter et certains scientifiques ne les respectent pas. Alors, cette expérimentation, alors de maintenant jumeler des virus ensemble, ça va à l'encontre de l'éthique et il y a des protocoles à respecter. Alors, ce qui a été fait au labo de Wuhan, peut-être que c'est fait aussi ailleurs, mais c'est décrié, c'est dénoncé. Ça ne devait pas se faire. Alors, voilà. Pour conclure, ce virus-là n'est pas naturel. C'est-à-dire que les virus sont naturels, mais la combinaison n'est pas naturelle. Ça ne s'est pas fait dans la nature. Ça a été manipulé en laboratoire. La combinaison. Non, mais c'est ça. C'est ça. Si je comprends bien. Il faut clarifier parce qu'il y a eu aussi cette incompréhension, même de la part des journalistes. Donc, c'est de préciser. Parce qu'on disait au début, ça venait de la chauve-souris à un autre animal, et puis l'autre animal a transféré ça à l'homme. Ce que le docteur Montagnier mentionne, c'est que c'est mensonger, ce sont des expérimentations. Maintenant, comment le virus a fait pour s'échapper? Manque de prévention, manque au niveau de la sécurité, comme j'ai dit, du protocole. Donc, ils n'ont pas fait attention, ou bien est-ce que c'était volontaire? On ne le sait pas encore. Un jour, peut-être, saurons-nous la vérité. Mais, Gary, il y a un dicton chinois, justement, qui dit de si grand matin que se lève le mensonge, même si la vérité ne part que le soir, elle le rattrapera. Alors, je souhaite que cette vérité éclate plus tôt que plus tard et que on sache, en fait, ce qui se passe.
biologiques, en tout cas. Est-ce que c'est l'armée qui a commandé ça? Est-ce que c'est une guerre biologique? Est-ce que c'est une guerre économique aussi? Ah, ça c'est clair. L'économie est toujours derrière tout ce qu'on vit, toutes les catastrophes créées par l'homme, les déséquilibres. C'est toujours l'économie malheureusement qui est derrière ça. Même la reprise tranquillement du déconfinement, par exemple en France ou même ici, c'est encore pour des raisons économiques, alors que déjà notre Premier ministre, il disait que la santé devait venir avant. Alors j'espère qu'il va se rétracter, que les écoles n'ouvriront pas, parce qu'il n'y a rien qui vaut plus que la vie humaine. Et l'économie, on va toujours finir par s'en sortir. Mais la vie est importante. On ne joue pas avec la vie des gens, et malheureusement, il y a des gens qui se croient au-dessus des autres et puis qui pensent qu'ils peuvent jouer comme ça avec la vie des autres tant qu'eux-mêmes ne sont pas touchés. Alors le respect de la vie, c'est primordial. Et je pense qu'il faut qu'on se soulève, qu'on n'accepte pas n'importe quoi, comme ce qui s'est passé, par exemple, en Afrique. Hein. Le peuple africain commence à se réveiller. Les Antillais aussi ont dit non au vaccin. On ne va pas faire des expérimentations sur les gens. On n'est pas des animaux, on n'est pas des cobayes. Alors, il faut apprendre à dire non, il faut se soulever. Il faut donner des limites aussi aux dirigeants de ce monde, qui ne sont pas plus que nous. On est tous égaux et il faut se respecter les uns les autres, quoi. Alors, voilà. Merci, Madame Casimir, et à la semaine prochaine. Merci aux auditeurs, aux auditrices d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, une excellente semaine. On tient le coup, ça va bien aller, n'est-ce pas? Et je vous reviens la semaine prochaine, même heure, même poste. Je vous embrasse et puis on ne lâche pas. J'aurais voulu vous emmener, faire quelques pas à mes côtés, sans pour cela imaginer un tas de choses, des choses que je n'ose vous dire, madame, et pourtant je pense à vous bien souvent, souvent je pense à vous, madame, souvent je vous revois, madame, je suis heureux, j'ai des idées. Et peut-être demain, vous me prendrez la main. Souvent, je pense à vous, madame. Souvent, je vous revois, madame. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Richie. Ta meilleure amie, quand je lui demande pourquoi, depuis des jours de nuit, je suis sans nouvelles de toi. Elle me répond qu'elle m'aime, que sans moi, sa vie ne vaudrait plus la peine. Et voilà ce que dit ta meilleure amie. Ne viens plus me voir maintenant, puisque je lui ai dit qu'avec moi elle perdait son temps. Je lui ai dit que je t'aime, que sans toi, ma vie ne vaudrait plus la peine. Et voilà ce que j'ai dit à ta meilleure amie. Oh, ta meilleure amie, à ta meilleure amie, ta meilleure amie. Ça cadence, ça balance. Chérie, la danse avant créole.